Très bien, bah écoutez, je pense qu'on peut attaquer cette troisième conférence de notre cycle de conférences sur la sobriété immobilière et la sobriété foncière. Et je suis très heureux d'être avec Christine et Laurent de Link City, qui nous ont rejoints aujourd'hui pour différentes raisons. La première, c'est que dans le cadre d'un consortium, ils ont fait une extraordinaire étude de gisement. Et puis pour ceux qui étaient là depuis le début, les plus courageux d'entre vous, vous l'avez à l'esprit, il y a un certain nombre de questions à se poser quand on a fait une évaluation de gisement, hein. Ça va vite d'arriver à des millions et d'avoir le vertige. Et donc Laurent va nous partager tout ça. Ils ont aussi un certain nombre de références extrêmement inspirantes que Christine va nous partager. On se posera aussi la question de la réalité du bilan, du modèle. Enfin voilà, on va essayer de toucher du doigt un peu le défi que posent des projets de transformation qui permettent de créer du logement. Puis la dernière raison, c'est qu'ils sont très sympathiques et très fins connaisseurs du sujet. Donc je suis très heureux de les avoir avec nous. Puis je vous laisse le micro et je vous laisse attaquer. On est tout à vous. Alors déjà, le fonctionnement, plus, moins. Ça va être la petite flèche. D'accord. Laurent Varnier, moi je suis directeur grand compte chez Link City. Grand compte, c'est des acteurs qui ont une implication immobilière multirégionale, donc mon échelle c'est la France, relations investisseurs, utilisateurs exploitants et grands propriétaires. Christine, peut-être. Oui, donc Christine Grèze, moi je suis directrice RSE et innovation de Link City. Oh là là. Ouais, ouais. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est pas en fait, la zapette. Ah ouais, elle est. Ouais. Ah. Elle est autonome. Link City en un instant, filiale de Bouygues Construction, donc on est filiale d'un constructeur, on est un acteur un petit peu particulier. Déjà par le rattachement au groupe Bouygues Construction, ensuite parce qu'on est un aménageur, promoteur, développeur, et on a une approche très fine des territoires. Donc on a une vraie conviction sur ce qui a du sens dans les territoires. Donc nos projets sont des projets qui sont quasi exclusivement vendus en bloc. Donc on adresse le marché du B2B, on n'adresse pas la clientèle des particuliers qui achètent des logements. Et on va chercher au niveau des territoires des produits qui sont cohérents par rapport à ce dont le territoire a besoin. Voilà, ça se traduit par ces chiffres-là qu'on ne va pas forcément développer très en détail, mais on est présent sur une vingtaine de villes en région. On maille le territoire dans le sillon de Bouygues Construction, notre actionnaire. On voulait vous faire un petit focus justement sur la réhabilitation dans notre activité. Bon, on va pas se mentir, c'est pas encore une part majoritaire de notre activité. On est là sur 2024 à 15% de nos projets qui sont des projets de réhabilitation, mais avec une progression constante depuis 3 ans. On a, vous le voyez, en 10 ans, ces 10 dernières années, réhabilité 81 000 mètres carrés. Donc ça, c'est des chiffres à l'échelle France, hein. Et on a là dans notre portefeuille en cours de développement 87 000 mètres carrés, un peu plus de 87 000 mètres carrés. Donc on voit qu'il y a une accélération. Et cette accélération, ce qui est intéressant, c'est que la part de la transformation d'actifs, il tient une part très importante, avec 2 gisements principaux. Le gisement des bureaux vacants, et donc effectivement, Laurent va en parler beaucoup plus en détail. Et puis aussi la transformation de bâtiments publics. Là, vous voyez par exemple une très belle image de l'école des beaux-arts de Nancy qu'on va transformer en hôtel. Et puis le projet de Noisiel, la chocolaterie dont je vais parler en détail tout à l'heure. Pour nous, développer la part de réhabilitation, c'est vraiment un objectif fort qu'on s'est fixé. À la fois, on combine, comme tu le disais Christophe, les objectifs ZEN et ZAN, hein, donc réduire l'empreinte carbone de notre activité à travers la réhabilitation. Et donc on s'est fixé à 2030 d'avoir 30% de nos opérations en réhabilitation, comme contre 15, je vous le disais aujourd'hui. Et puis, bien sûr, c'est aussi une manière de répondre à l'objectif de limiter l'artificialisation des sols, de reconstruire la ville sur la ville. Et du coup, vous le verrez, on vous expliquera, on adapte aussi nos expertises et nos savoir-faire pour pouvoir adresser davantage ce marché. Peut-être préciser que les surfaces qui sont évoquées sont des surfaces avec changement d'usage. Donc pour le coup, ce non, chiffre-là... pas seulement. Enfin, les 80 000 m², c'est la réhabilitation dans sa totalité. Ouais. Mais avec une part très importante de transformation d'usage. Et donc, Laurent va vous présenter l'étude faite sur le gisement de bureaux. Alors cette étude, elle a été faite, en fait c'est une démarche qui a débuté il y a 2 ans dans le cadre d'un consortium qui a été créé entre 3 acteurs. Un premier acteur spécialiste de la data qui s'appelle
HBS c'est maintenant Stonal et c'est qui édite La Place de l'immobilier, donc un spécialiste de la data. Et aux côtés de ce spécialiste de la data, il y a 2 acteurs qui font partie de ce groupement, qui sont la foncière de transformation immobilière, filiale de Action Logement, et Link City, la logique étant de structurer un nouveau référentiel sur le parc de bureaux en France, étant donné qu'on s'était rendu compte que le parc de bureaux était à peu près connu en Île-de-France et très peu connu en région. En tout cas, il y avait des états d'analyse en fait, qui étaient très hétérogènes, des méthodes différentes, des comptages différents, et donc il n'y avait aucune vision consolidée. Alors qu'on a beaucoup de statistiques sur le marché du logement, sur le marché du tertiaire, sur le stock déjà, il y avait peu d'infos. Donc premier enjeu, c'était de quantifier le marché, le stock. Ensuite, ça a été de le qualifier et de le segmenter, ce qui était un autre sujet. Voilà. On a, après 1 an et demi de travaux, abouti à un certain nombre de grands éléments macro qu'on va vous présenter. Déjà, on a segmenté le marché. Alors, on l'a quantifié. L'ensemble des bureaux représentent en France 173 millions de mètres carrés. Mais 173 millions de mètres carrés n'a pas de sens si on ne définit pas un petit peu comment il se décompose. Donc, on a plusieurs axes de décomposition de ce stock. Un premier axe qui est la différenciation entre ce qu'on appelle le parc marchand et le parc non marchand. Le parc non marchand étant constitué des propriétés de leurs utilisateurs, que ces utilisateurs soient des acteurs publics ou des acteurs privés. Et après, on a le parc marchand. Le parc marchand, c'est le parc qui est donné à bail par des propriétaires dont l'activité est justement de percevoir des revenus locatifs sur leurs immeubles. Donc on se rend bien compte qu'on a une légère majorité du stock qui est qui est détenu par des propriétaires marchands. Et dans le parc non marchand, on a une légère majorité qui sont des acteurs privés qui utilisent et qui occupent, et qui sont propriétaires, et une part minoritaire mais qui est relativement importante quand même, qui est le parc public, qui lui se sous-décompose entre le parc public État, collectivité, enfin État et collectivité. Voilà. Et donc on a pour la première fois ces enseignements-là. Alors, un petit peu plus difficile à lire, mais déjà on l'a allégé, parce qu'au début il y avait beaucoup plus d'informations là-dessus. En fait, toutes nos analyses nous ont conduit à déterminer région par région et par typologie de segmentation croisée aux régions. Donc ce que ça donne, grosso modo, c'est que on a un parc en France qui est majoritairement marchand, très légèrement majoritairement marchand, mais avec des très forts écarts entre les régions. Le parc d'Île-de-France est là pour le coup à près de 2/3 propriété d'acteurs privés, d'investisseurs, alors qu'un tiers est le parc non marchand. Et quand on va à l'autre bout en fait de la chaîne, et c'est vrai que la région qui a le profil le moins parc marchand, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, qui elle a à peu près de façon équivalente un tiers propriété d'investisseurs qui donne à bail et 2/3 propriété d'acteurs occupants et quasiment à moitié-moitié entre le privé et le public. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que quand on passe de l'Île-de-France à la 2e région en termes de stock, on a à peu près un facteur d'1 à 3, à savoir 3 fois plus en fait le stock en Île-de-France est 3 fois plus important que, au niveau des bureaux, que le stock en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la 2e principale région tertiaire en termes de nombre de mètres carrés. Voilà. Il me semblait qu'il y avait... Voilà. On a fait analyser un petit peu la concentration des bureaux et on se rend bien compte, mais ça c'est assez intuitif, mais en tout cas ça a été chiffré pour la première fois, que les gros immeubles sont principalement en Île-de-France et dans les très grandes métropoles. Grosso modo, 5% des immeubles représentent 50% de la surface. Ça, il y a un énorme tropisme Île-de-France qui est assez logique. Quand on regarde en termes de propriété, il y a 50% en pleine pro, 50% en copro. Bon, ça tombe plutôt bien. Et après, en termes d'occupation, on voit qu'il y a quand même un morcellement de l'occupation avec cette majorité à 51%, plus une quote-part des ne sais pas, qui sont des multi-occupants, et une part qui représente un tiers, qui sont des mono-occupants. Après, ce qui sera intéressant, mais on verra plus tard, c'est comment se croisent en fait la pleine pro et la mono-occupation, plus la vétusté, parce qu'on a également été regarder à quoi ressemblaient les immeubles en question. Avant de passer à la vétusté, on a regardé la vacance. Effectivement, c'est un indicateur qui est observé de façon assez attentive, sachant que la vacance, elle est aujourd'hui observée surtout en Île-de-France et elle est observée sur le parc marchand. Quand les agents immobiliers ou les brokers analysent
le taux de vacances, il l'analyse sur ce qui est donné à bail. C'est-à-dire que le tiers de la propriété en Île-de-France qui est propriété d'un acteur utilisateur n'est pas analysé étant donné qu'il n'est pas spontanément sur le marché. Donc les taux de vacances qu'on identifie sont rapportés non pas à la devraient être rapportés non pas à la totalité du marché, aux 55 millions de mètres carrés, mais à 2/3 de ces 55 mètres carrés. Donc les pourcentages de vacances sont en fait plus importants étant donné qu'on n'a pas le bon dénominateur. Quand on regarde en fait la vacance, on se rend bien compte qu'à l'échelle France, on a à peu près 9 millions de mètres carrés qui sont vacants. Alors on a cette barrière, ce seuil en fait à 2 ans, qui est en fait un seuil un petit peu arbitraire. On considère qu'effectivement la vacance structurelle débute à partir de 2 ans. La réalité, c'est que 2 ans en région et 2 ans en Île-de-France, c'est pas du tout la même chose. Et quand on focalise encore sur Paris, en fait 2 ans à Paris, il ne se passe pas grand-chose. Et d'autant plus qu'un propriétaire qui a un immeuble vacant de bureau dans Paris, souvent il n'a pas qu'un seul immeuble, il en a 2, 5, 10, il a le temps d'attendre, il y a de la valeur, il y a des enjeux de transformation de son immeuble, et notamment sous l'angle administratif, qui peuvent prendre du temps. Donc aujourd'hui, on a cette décomposition à 2 ans, qui représente à peu près 2 millions de mètres carrés vides depuis plus de 2 ans, et sans projet. Donc là, on est dans le cœur de ce qui pourrait théoriquement être transformé en logement. La réalité est un petit peu plus fine et subtile, notamment parce qu'en sur Paris, on ne peut pas raisonner de cette façon-là, et que sur Paris, on a quand même beaucoup de parcs tertiaires. Mais grosso modo, on se rend compte que à peu près 20% du parc vacant est vacant depuis plus de 2 ans à l'échelle France, avec une petite disparité qu'on a évoquée. Le parc vacant d'investisseurs, c'est le parc le plus simple entre guillemets à imaginer en termes de mutation. La réalité, c'est qu'on a aussi potentiellement du potentiel dans le parc non marchand qui est propriété de son utilisateur. Alors, son utilisateur propriétaire, c'est qui? Alors, on a travaillé à cette décomposition. Public, privé, non marchand. Donc là, on a à peu près 60%, 40%. Mais surtout, quand on regarde, on a la décomposition par nature de société, des PME, des ETI, des grands comptes, collectivités, État. Je ne vais pas vous refaire en fait tout, je ne vais pas vous balayer tous les chiffres, ils sont assez lisibles. Mais ce parc-là, il est difficile en termes d'analyse, étant donné que, en fait, il est plein, théoriquement, étant donné que son propriétaire est son occupant. Mais son occupant peut ne pas suffisamment bien densifier son occupation. Donc là, on a toute une partie qui est pas du tout analysée et qui est difficile en fait à caractériser en termes de densité. Donc de ce fait, on a eu 2 approches. Une première approche qui est les enseignements de la valorisation de l'immobilier de l'État, et notamment la libération de 5 millions de mètres carrés à horizon de 10 ans, qui représente à peu près 20% du patrimoine bureau de l'État. Donc là, pour le coup, on voit bien la grande direction. Et après, on a considéré, pour regarder un petit peu dans le parc, propriété de ses occupants privés, et on estime qu'un immeuble mono-occupant, monopropriétaire de plus de 1000 m² dans une zone tendue, voilà, c'est ce qu'il y a de façon simpliste le plus facile à valoriser. Encore faut-il que son occupant propriétaire décide d'en partir. Voilà, donc ça laisse quand même très clairement entrevoir que tout n'est pas si simple. Voilà, alors on a d'autres analyses en cours, mais je ne vais pas, je pense, passer trop de temps là-dessus, mais on est en train de modéliser des niveaux de décote potentiels du parc locatif, enfin du parc vide, et de regarder comment les immeubles vacants structurellement sont décotés par rapport à la moyenne des valeurs locatives de marché. Et ça a une utilité. Alors on a commencé à le faire en Île-de-France et on le fait dans certaines régions. Ça a une utilité si on le complète par une autre analyse que je n'ai pas présentée ici, qui sont les volumes de réinvestissement potentiel, à savoir la valeur qui se crée quand on réaugmente le loyer après réalisation de travaux. Donc ça nous permet de modéliser en fait des enveloppes de travaux. Voilà. Très vite, il y a la théorie. Donc la théorie, on voit bien, hein, il y a des grands volumes, et puis on est tenté par multiplier des nombres de mètres carrés vacants par des nombres de mètres carrés de logements unitaires, etc. La réalité, c'est qu'en fait, il y a plein de freins, plein de leviers qu'il faut mettre en place et qu'il faut aligner. Des leviers sur l'acceptabilité politique, vision de la ville, les enjeux de taxation aussi pour les collectivités, des sujets techniques, réglementaires, la rentabilité des surfaces, les modifications de structure, les contraintes des actifs, les tailles des actifs, les contraintes liées à la mixité, etc. Des enjeux économiques. Quand on transforme du bureau au logement, on perd en fait de la surface vendable, notamment parce que les modes de conception étaient des modes
très spécifiques, notamment pour les dernières générations de bureaux qui rendent en fait les transformations logements complexes. Le fait que la transformation, la restructuration, en fait, elle coûte aussi cher que la construction neuve. Donc au final, qu'est-ce qui reste comme valeur à son propriétaire? Et donc on revient sur ce que tu évoquais tout à l'heure. En fait, le deuil de la valeur, un des principaux freins, c'est que le propriétaire, quand c'est un institutionnel, eh ben, il a une valeur qui est une valeur d'expertise, qui est plus ou moins décorrélée de la réalité de la valeur à terme, mais en tout cas, il publie parce qu'il est obligé, si notamment c'est une SCPI ou qui publie des comptes. Donc on a quand même un sujet du deuil de la valeur. À partir de quel moment un propriétaire qui a une valeur nette comptable et une valeur d'expertise accepte de casser sa valeur pour laisser se créer une opération de restructuration. Et tous les sujets qui sont les sujets fiscaux, notamment impact TVA dans le cadre des montages VFAVIR. Voilà, je vais m'arrêter parce que je pense que j'ai déjà empiété sur le temps que j'avais. Merci beaucoup, vraiment passionnant. Et effectivement, il y a un sujet deuil de la valeur et chacun pourra se demander où il en est des 5 étapes du deuil. Christine, est-ce que tu as quelques exemples sympathiques à nous raconter pour illustrer un peu l'ensemble de ces défis qui ont été partagés? Alors j'ai effectivement quelques exemples, mais deux exemples. Avant de les présenter, je voulais juste rappeler en fait qu'effectivement, on le voit bien, il y a effectivement cette zapette est une zapette autonome. Peut-être quelqu'un qui nous fait une farce en régie, je sais pas. Parce qu'on voit bien que la complexité de ces opérations, elle nécessite à la fois une expertise, des savoir-faire spécifiques. Et donc, au sein de Bouygues Bâtiment, un pôle transformation d'actifs a été mis en place avec des équipes dédiées côté constructeur et côté Link City. Et une nouvelle offre cyclique qui a été mise en place justement pour accompagner les propriétaires dans la revalorisation de leurs actifs. Avec des étapes clés qui vont permettre de faire rapidement une valorisation financière, puisqu'on voit bien que effectivement c'est le nœud du sujet. Donc une analyse technique rapide, on scanne le bâtiment parce que évidemment sa capacité à être transformée dans une économie de projet viable dépend beaucoup de l'état du bâtiment, de la dépollution qu'il va falloir opérer. Les scénarios de programmation, parce que là aussi c'est un élément clé, puisqu'il va falloir essayer de trouver un nouveau programme, un nouvel usage qui va se fondre au mieux dans la structure existante pour éviter de faire le moins possible de transformation de la structure, parce que toute transformation nécessite travaux, nécessite euros. La stratégie environnementale aussi, comment on va réduire l'empreinte carbone de l'opération, et puis toute la proposition contractuelle qui va avec. Donc Laurent en a un petit peu parlé, selon les modes contractuels qu'on va choisir, on va avoir aussi une fiscalité différente, et ça peut être aussi un levier à aller chercher pour l'économie du projet. Et tout ça avec le plus de réactivité possible pour pouvoir aider le propriétaire à prendre la bonne décision. Alors, deux exemples, donc effectivement. Alors, le premier, il se situe à Cergy-Pontoise. Bon, que vous regardiez, que vous puissiez voir quand même les perspectives. Donc, vous avez sur la gauche l'état actuel du bâtiment et sur la droite, une fois la perspective de ce que donnera notre projet une fois qu'il sera réalisé. Donc là, on est dans le quartier de la préfecture, à 2 pas de la gare de Cergy-Pontoise, à 2 pas aussi de l'ESSEC, d'un pôle universitaire. Et ça, c'est un élément quand même important, vous le verrez dans le choix de la programmation. Et puis, avec un enjeu fort du territoire, c'était de conserver en fait l'image de cette tour. Donc, une tour iconique du quartier qui date des années 70, propriété d'Engie, et vacante depuis plusieurs années, puisque Engie avait quitté cette tour. Et là, on parlait effectivement de deuil de la valeur. Clairement, si cette opération va être possible, c'est que Engie a porté pendant des années des coûts d'exploitation, enfin de maintenance de cette tour quand même élevés, et que forcément, il y a un moment, ils ont fait aussi le deuil et sachant qu'ils n'allaient pas rester sur une valeur de bureau, mais sur une valeur décotée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette tour? Assez rapidement, la programmation qui s'est imposée, c'est une résidence étudiante
puisque, comme je vous disais, on est à proximité d'un pôle universitaire, très bien desservi par les transports, et avec malgré tout une problématique. Et puis oui, on a des plots, donc vous voyez cette tour, la principale, c'est là que la résidence étudiante va être développée. Et puis on a des plots au pied de la tour qui, eux, vont être occupés par des commerces et des bureaux. Et donc, la problématique pour trouver une économie de projet sur le sujet, il y avait 3 grands enjeux. Le premier enjeu, c'était de sortir du statut IGH, donc immeuble de grande hauteur, puisque ça imposait des règles incendie, des coûts d'exploitation aussi beaucoup trop importants par rapport à une résidence étudiante. C'est un peu pénible. Et donc, pour sortir de ce statut IGH, il fallait être à moins de 50 mètres pour l'accès des pompiers de hauteur. Et donc, du coup, on a écrété les 4 derniers étages. Donc, c'est la partie que vous avez en orange sur le schéma, c'est les parties qui vont être démolies, en fait. Et puis, tout ce qui est en gris, c'est ce qui est conservé. Et donc, vous voyez, on écrète les derniers étages de la tour, les locaux techniques qui sont sur la toiture. Et donc, ça nous permet de sortir du statut IGH. Ça, c'est le premier point essentiel pour l'économie du projet. Deuxième point, c'était notre objectif de conserver au maximum l'existant. Donc là, on va... oh là. Oh, c'est pénible. Donc on va enlever toute la façade en mur rideau pour du coup mettre en place une façade adaptée à du logement. Et puis, on va essayer de maintenir au maximum les circularités verticales. Ça, c'est aussi un élément très important pour limiter les surcoûts de travaux. Et puis, enfin, dernier enjeu pour nous, c'était, comme je disais tout à l'heure, de maintenir l'image architecturale du bâtiment, puisque c'était cette fois-ci une condition d'acceptabilité politique et aussi pour toutes les parties prenantes autour du projet de vraiment conserver l'image architecturale. Et puis, petite subtilité, mais là on peut passer à la suivante, supplémentaire, c'est que vous voyez, cette tour, elle a quand même une structure particulière puisqu'elle repose sur une espèce de taille de guêpe au pied de la tour, et donc elle est en structure, pour que ça fonctionne, pour que ça tienne, eh bien, il a fallu faire une structure précontrainte. Donc ça, c'est ce dont on hérite dans le bâtiment. Et en écrétant les 4 derniers étages, en fait, on prend le risque de déstabiliser la totalité de la tour. Et donc, il a fallu trouver un moyen de redonner du poids à la tour. Et un des moyens qu'on a trouvé, c'est d'avoir sur le dernier étage, en toiture, une micro-forêt, donc avec une grosse épaisseur de substrat qui permet d'avoir vraiment une végétation avec des vrais arbres en fait, et qui va permettre de redonner du poids. Donc quelque part, on sert un objectif technique, mais aussi on crée un îlot de fraîcheur. Et donc ça, c'était un point aussi positif. Et donc, vous voyez, c'est dans cette tour-là qu'on va créer 240 logements étudiants, et avec un objectif aussi de travailler sur un sujet cher à l'IFPEB, comment on fait une réhabilitation bas carbone. Donc, en travaillant évidemment sur les matériaux, en essayant de conserver au maximum les matériaux qui sont présents dans la tour, en faisant du réemploi de matériaux. Donc on travaille beaucoup sur ce sujet, réemploi in situ, en flux sortant et en flux entrant. Et puis en amenant aussi tous les nouveaux matériaux qui vont être mis en place, d'essayer qu'ils soient le moins émissifs possible. Donc notamment toutes les allèges, vous voyez, qui donnent la verticalité de cette architecture, vont utiliser du béton bas carbone. Voilà, donc ça c'est la partie matériaux. Et puis côté énergie, du coup on sort des énergies fossiles, un de nos grands principes aussi de réhabilitation bas carbone, puisque en fait il y avait une chaufferie, la chaufferie que vous voyez sur la tour, en haut de la tour actuellement, qu'on enlève, et du coup on se raccorde au réseau de chaleur urbain qui est en large part avec des énergies renouvelables. Donc du coup, là aussi, on contribue à décarboner l'énergie qui va être consommée dans le bâtiment. Et donc, du coup, on vise une labellisation BBCA, niveau excellent. J'espère qu'on arrivera à ce niveau-là sur cette opération. Donc ça, c'est le premier exemple. Et comme je le disais, peut-être juste pour finir, comment on arrive à sortir quand même cette opération avec cette complexité. On a vu la complexité de la structure. C'est aussi parce que on
on a une programmation qui répond vraiment aux besoins du territoire. Avec un emplacement qui est prime pour une résidence étudiante, donc ça permet quand même d'avoir des niveaux de loyer corrects et donc des prix de sortie corrects. Et puis un propriétaire qui a aussi fait le deuil de la valeur initiale du bâtiment pour pouvoir effectivement absorber le coût des travaux, puisque y avait des études qui avaient été faites, parce qu'avant d'arriver à ce projet-là, il y a eu nombre de projets pour restructurer, voire démolir et reconstruire autre chose à la place. Et clairement, bon, la restructuration n'est pas moins chère que de déconstruire et de reconstruire du neuf derrière, hein. Mais là, il y avait un attachement fort à ce bâtiment iconique. Le déni, la négociation. Ouais, bah voilà, c'est ça. Donc voilà le premier exemple. Le deuxième, alors il est vraiment très différent. C'est là aussi, on voit que finalement, ces projets de transformation d'usage, ils sont... c'est à chaque fois des cas particuliers et à chaque fois une stratégie de valorisation qui est différente. Donc là, on est à Noisiel, en Seine-et-Marne, dans un projet de quartier. Donc en fait, on est en train de transformer ce qui était le siège social de Nestlé France en un quartier de ville, avec une mixité d'usages sur un site qui est assez exceptionnel. Donc vous le voyez sur la photo, mais vous le voyez aussi là sur cette vue aérienne. Donc c'est un site de 14 hectares avec aujourd'hui 60 000 mètres carrés de bâtiments de bureaux existants. Et alors ce qui est assez intéressant sur la transformation d'usage, c'est que ces bureaux, c'était déjà une transformation d'usage, puisque avant c'était l'usine du chocolat Meunier qui était à cet endroit-là. Donc avec des bâtiments classés donc voilà, un enjeu très fort de préservation de ce patrimoine. Et donc, c'est 60 000 mètres carrés de bureaux donc délaissés par Nestlé qui déménagent. L'objectif, c'est de transformer ça en quartier de ville. Et donc, on est autour de 73 000 mètres carrés au total à construire. Et dans cela, à peu près 685 logements qui vont être issus à 50% de réhabilitation. Oui, pour information, c'est moi qui harcèle tout le monde pour qu'il y ait plein de chiffres clés. Donc, Alors là, vous voyez en fait sur ce plan la partie du projet qui va être réhabilitée, puisque 80% des bâtiments vont être préservés et réhabilités au total. Et puis en jaune, les démolitions. Les démolitions, c'est vraiment les bâtiments dont on n'a pas réussi à trouver un nouvel usage dans la structure existante, qui n'était vraiment pas adapté à un nouvel usage, qui correspondait aussi au site, puisque évidemment on ne peut pas faire une programmation qui ne correspond pas aux besoins du territoire. Et donc, mais vous voyez, c'est quand même une part minimum. Et donc dans ces réhabilitations, il y a une partie qu'on va transformer en logement. Et ce sont donc des logements, des bâtiments qui sont classés, monuments historiques. Et donc, on va avoir des logements, on va les voir là, en image, qui... on a du son là, c'est assez désagréable. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de pirater la conférence. Bon, moi je vais l'enlever parce que... de la régie, j'ai l'impression joli sur ses lèvres. Ah d'accord. Et donc du coup, vous le voyez, on a des bâtiments historiques dans lesquels il va falloir se fondre pour créer des logements, donc des appartements, des maisons de ville. Et là, c'est vraiment un travail d'orfèvre pour créer des logements qui vont être complètement implantables dans ces bâtiments sur lesquels on ne doit pas changer la façade, on ne doit pas changer non plus les planchers, les plans d'étage, etc. Donc beaucoup de contraintes. Et comment on arrive à sortir des projets dans ce cadre-là ? Parce qu'on va du coup être dans un peu une niche quelque part, qui est la niche des bâtiments issus de logements issus de monuments historiques, avec une défiscalisation. Et donc là, on s'est rapproché aussi d'acteurs pour la commercialisation de ces logements, qui connaît très bien ce marché et qui du coup nous a aussi aidé à concevoir les logements, appartements et maisons de ville pour qu'ils correspondent aux besoins de ce marché-là. C'est tout simplement une manière de préserver un patrimoine historique de valeur. Et donc voilà, là on est dans une revalorisation un peu particulière, un peu de niche, mais qui va nous permettre quand même de créer des logements, plus de 200 logements en fait, sur l'opération, plus sur un autre bâtiment encore à venir, 138 logements étudiants.
dans ces bâtiments historiques. Et donc, les permis de construire sont déjà déposés et on débute la commercialisation là sur 2025. Donc, on voit deux cas de figure très différents, mais dans lesquels on a réussi finalement à trouver des leviers pour avoir une économie de projet qui tourne. Mais voilà, à chaque fois, c'est compliqué, complexe. Et travail d'orfèvre et travail qui demande effectivement une pluridisciplinarité et de pouvoir faire appel à des expertises à la fois juridiques, techniques, commerciales qui sont très spécifiques. Merci beaucoup. Merci pour l'étude de gisement qui est extrêmement documentée. Je crois qu'on en a. C'est assez inédit, hein. C'est la première fois qu'on a des chiffres aussi précis et détaillés. Merci aussi pour les exemples inspirants où on comprend quand même qu'il y a cette histoire de deuil qui a fait sourire certains, mais qui est quand même un peu au cœur du sujet, quoi. C'est-à-dire en gros quand est-ce qu'on passe au monde de demain, et donc il y a ces sujets cruciaux de est-ce qu'on va revenir comme en l'an 40 ou est-ce qu'on a vraiment une vacance structurelle qu'il va falloir travailler. Et puis j'ai aussi trouvé ça super intéressant quand tu nous racontes finalement qu'une fois qu'on a réussi à monter une opération, bah, on a une fenêtre de tir pour décarboner, pour éliminer les énergies fossiles, etc. Donc tout ça c'est des véhicules, et quand on crée les véhicules, bah, on va réussir à embarquer tous les trucs qu'on met tout le temps dans les PowerPoint en disant qu'il faudra qu'on le fasse un jour. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une illustre inconnue au premier rang qui a une question. Bravo effectivement pour ces projets et pour cette étude sur les gisements. Forcément j'ai un petit biais sur la data. Et quelles sont les sources que vous avez utilisées, s'il vous plaît? Alors, c'est l'agrégation de 50 sources, grosso modo, de données qui sont compilées. Et à ces 50 sources de données, on a rajouté l'expertise des deux partenaires non data, entre guillemets, du consortium, à savoir la FTI et Link City, étant donné qu'on a voilà, une approche très opérationnelle et qu'on a été regardé. Alors, on n'a pas été regarder l'ensemble des... Parce que si on dénombre, ça fait grosso modo plus de 60 000 immeubles dans lesquels on a plus de 400 mètres carrés de bureaux. Et si on prend tous les immeubles qui contiennent au moins 1 mètre carré de bureau, on est à 160 000 au niveau France. Donc en gros, on n'a pas été analyser l'ensemble de ces sites. Mais en tout cas, on a fait des analyses d'échantillons avec les régions. Donc on a partagé avec nos différentes régions, territoires, un petit peu ce qui ressortait des analyses, et on a conclu qu'on avait un niveau de cohérence qui était suffisant. Donc c'est vraiment l'agrégation d'une 50aine de bases de données et d'une approche échantillonnée, d'une lecture en fait d'un certain nombre d'échantillons qui ont conduit à ces niveaux de résultats, qui sont d'ailleurs pas une vérité, hein, c'est une approche qui nous paraît relativement fine. En tout cas, ce qui est sûr, et c'est là où c'est effectivement nouveau, c'est que la méthodologie est homogène sur l'ensemble du territoire. Et c'était la grande difficulté qu'il y avait auparavant. Voilà, un observatoire de l'immobilier d'entreprise dans une région A, dans une région B, dans une région C, selon que cet observatoire il est piloté par la métropole européenne de Lille, par un groupement piloté par des agents immobiliers et des promoteurs, ou etc., donne en fait des résultats très très différents. Donc le premier sujet, c'était la cohérence. Voilà. Merci. Allez, on prend quand même juste le petit point. 42. Une dernière question, très rapide, très rapide. Le pas de temps pour les deux opérations, un peu. Juste le pas de temps pour comprendre entre l'idée et la livraison pour la chocolaterie et l'immeuble. C'est bien, les images sont toujours belles, mais qu'on se rende compte un petit peu dans la durée. Ouais, non, le pas de temps, il est énorme. Enfin, la chocolaterie, on est à l'échelle d'un quartier, hein, donc effectivement, là, je crois que c'est 2016 qu'on a commencé à travailler ou 2017 sur la chocolaterie. Ouais, mais on a commencé à travailler en 2016, quoi, en fait. Et là, on est en train de déposer, on a commencé l'année dernière à déposer les premiers permis de construire, en fait, hein, mais il y a eu toute une phase d'aménagement qui a été longue. Donc effectivement, c'est un portage qui est pas simple. Et sur Cergy-Pontoise, ça faisait longtemps qu'on regardait le sujet. En fait, on avait déposé déjà une première offre il y a quelques années, mais ça n'avait pas abouti. Et là, je dirais, ça fait 3 ans à peu près sur cette offre-là. Oh, bah, ça va. Ouais.
Mais oui, c'est ça. Et on l'avait déjà étudié plusieurs fois. C'est déjà un rebond. Enfin, c'est ce qui arrive souvent en fait sur des opérations de cette ampleur-là, c'est que c'est des opérations et on cherche à tâtons. Et puis il y a un moment, c'est pas prêt. La collectivité, elle est pas prête. On n'a pas trouvé la solution. Toutes les parties prenantes, voilà, sont pas prêtes pour le projet. Et puis il y a un moment, il y a un déclic, il y a un truc qui change et ça permet de décoincer le projet, quoi. Très bien, je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.